Bonsoir à toutes et à tous. Pierre Laurent se remet à y croire. Un Syriza à la française serait-il possible? Alors les communistes, les Verts, les amis de Jean-Luc Mélenchon, les déçus du PS, tout ce petit monde regarde vers la Grèce, vers l'Espagne aussi, avec un nouvel espoir, fédérer une autre gauche. Mais en attendant, la réalité, c'est le bras de fer entre l'Europe et le nouveau pouvoir grec qui s'installe. En attendant, c'est toujours le FN en France qui cristallise la colère. En attendant, c'est surtout un désir d'autorité qui s'exprime aujourd'hui dans le pays. Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine, interpellera le secrétaire national du PC avec une question. Où sont donc passés les communistes? Vos questions par SMS au 41 555 ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag C'est politique. C'est parti. Bonjour, je veux bien un café. Il est comme ça, Pierre Laurent, poli, très discret et fidèle à ses habitudes de Parisien pur jus, amateur de comptoir. Ça fait partie de mes repères. Les Parisiens, on aime bien ça, hein, les bistrots. Comme ça fait partie de l'environnement, les endroits où bien. Puis moi, je vis dans un quartier où il y en a beaucoup, de très sympa, donc c'est un endroit de convivialité aussi. Sympa. Un patron du PCF sur la retenue, mais ces jours-ci très enthousiaste. La victoire d'Alexis Tsipras, son ami grec, va changer la donne, y compris en France. Direction le siège du parti, dessiné par le célèbre architecte Niemeyer. Travailler dans des locaux pareils, c'est un vrai bonheur. Ouais. Le retour de l'extrême gauche en Grèce. Ça vaut bien un conseil national spécial pour sonner le réveil communiste en France. De Charlie à Syriza, l'onde de choc est profonde. Elle aura d'importantes conséquences dans la durée, encore toutes difficiles à anticiper. Et même plus qu'un conseil, l'allié de Jean-Luc Mélenchon au front de gauche entame un tour de France. À commencer par les lieux cultes du communisme, comme Manosque en Provence. Tout le monde est Syriza, tant mieux. Non mais tant mieux. On a envie de leur dire, bon bah c'est formidable, parce que ça fait des années qu'on vous le dit. Donc on va aller dans les 13 régions de France. Pas encore la foule du grand soir, mais le noyau dur des militants venus écouter la bonne parole, au rythme calme, plutôt lent. Toutes les luttes qui existent. Du Placide Pierre Laurent qui en fait sa marque de fabrique, un héritage familial, celui de son père, Paul. Mon père, qui était un dirigeant communiste, il y a longtemps, parlait de manière très posée, très lente, et donc ça faisait marrer tout le monde. Et donc il y avait des plaisanteries de ce genre sur lui. Et nous, dans la famille, oui, mais ça ne me gêne pas, parce que moi j'ai un très bon souvenir de mon père, et donc il m'a appris beaucoup de choses, donc j'ai pas du tout de... Voilà. Et puis il faut savoir, la dérision à son égard, c'est aussi important. Voilà, c'est parfait. Après Manosque, fini de rire. Le débat suivant, c'est sur le vivre ensemble à Orange. Une ville dirigée depuis 20 ans par Jacques Bompard, l'un des fondateurs du Front National. Ici, pas nécessaire de lancer le débat. Aujourd'hui, la population musulmane est en danger, mais en réel danger. Je le dis pas, je pèse mes mots. Moi, je suis quelqu'un qui a... J'ai pas peur d'habitude, j'ai pas peur. Mais là... Surtout, j'insiste sur les femmes, parce qu'il y a des gens qui leur crachent sur la gueule, qui leur disent voilà, les voiles, voilà les djihadistes. Et ces femmes-là, ils connaissent rien à ça. Le pire, évidemment, c'est qu'on s'en rend bien compte. C'est que le racisme est une idée qui peut gagner des gens qui sont aussi pauvres que vous. C'est-à-dire le racisme, c'est une machine à diviser les pauvres entre eux. Bon, c'est une machine que les riches savent très bien utiliser aussi. Hein. Sa vision marxiste, Pierre Laurent continuera de la développer à son rythme et à travers toute la France. Prochaine étape, la Normandie en février, puis les Pays de Loire, pour tenter de redonner à la France le goût du communisme. Si tu me promets des gâteaux, je vais tous les manger. Hein. Bonjour Pierre Laurent. Bonjour. Alors je reprends des mots qui sont utilisés par Fabrice Hauss et Yvan Vassiot qui ont signé ce portrait. Poli, discret, calme, placide. On ne vous voit pas, je ne veux pas être désagréable pour commencer cette émission, mais dans la peau du nouveau Tsipras ou du nouveau Pablo Iglesias en Espagne.
Mais vous connaissez mal Alexis Tsipras, parce que s'il a réussi à faire ce qu'il fait, c'est justement parce qu'il a su construire le rassemblement patiemment. Ça n'a pas été... là, on en parle maintenant, tout le monde en parle. Moi, j'ai travaillé avec Tsipras depuis longtemps. Vous le connaissez très bien. Je le connais très bien, parce que je suis président du parti de la gauche européenne, le parti qui rassemble toutes les forces Syriza, les forces du Front de gauche en France, Die Linke, les forces espagnoles, et Alexis Tsipras était vice-président du Parti de la gauche européenne à mes côtés. Donc on a beaucoup travaillé ensemble ces dernières années. Est-ce que vous ressemblez au niveau du tempérament? C'est ça que je veux dire. Mais on a de la constance. Oui, je pense qu'on est très déterminé. On sait ce qu'on veut. On sait ce qu'on veut. Moi, je sais très bien ce que je veux, et je veux changer la politique française parce qu'elle ne s'occupe pas des gens qui méritent d'être aidés, elle ne s'occupe pas des gens qui travaillent. Vous savez bien, Pierre-Laurent, la politique, c'est aussi des personnalités. Est-ce que, on se dit les choses ce soir, on voit Alexis Tsipras ou alors Pablo Iglesias en Espagne, ce sont des hommes qui ont du charisme, qui entraînent les foules. Après ce reportage-là, on se dit, est-ce que Pierre-Laurent peut être le Tsipras français? Si vous me dites oui... Moi, je vais vous dire, je vais vous surprendre. Allez-y. Non, mais je vais vous surprendre dans la durée, parce que vous allez voir que les gens n'attendent pas seulement... Parce que quand vous dites ça, qu'est-ce qu'on cherche, quoi? Du spectacle. Mais les gens veulent du sérieux. Ils veulent des réponses. Ils veulent des gens qui savent argumenter sur les dossiers. Ils veulent des gens qui savent les écouter, qui savent rassembler. Bon, moi, j'essaye de cultiver des qualités qui sont les miennes. Moi, je n'ai pas l'intention de devenir un autre. Je suis moi-même. Mais cette sincérité-là, je pense qu'elle est capable, dans la durée, de rassembler. Parce qu'en France, ce qui nous manque pour le moment, ce n'est pas les forces disponibles pour changer. Non. Des gens qui veulent changer, il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup à gauche. Et moi, j'en rencontre dans mon Tour de France, et je vais en rencontrer. J'ai rencontré 2000 personnes. Là, vous avez montré quelques petites réunions. Mais au total, 2000 personnes dans la semaine. Eh bien, ces gens-là sont en attente de quelque chose, effectivement, qui les rassemble. Et il faut mener ce travail de rassemblement, et je suis décidé à le mener. Et je peux vous dire que ça paiera en France, comme ça paye en ce moment en Grèce, en Espagne et ailleurs. Je vois un autre Pierre-Laurent là. Est-ce que vous allez aller au bout et me dire, comme lui, pour 2017, je suis disponible? Vous iriez jusque-là? Bon, écoutez, ça, c'est pas franchement une surprise. Je veux dire, c'est une bonne nouvelle. Que nous disent les gens que moi j'ai rencontrés? Ce que je viens d'évoquer, c'est-à-dire, ils veulent un projet qui les rassemble. Voilà, c'est ça qu'il faut. Il faut réunir des forces. Ceux que vous avez rencontrés, ils veulent Mélenchon, ils veulent Pierre Laurent, ils veulent des écologistes, ils veulent des socialistes qui soient d'accord sur une autre politique. Le problème actuel de la gauche, c'est pas le manque de femmes et d'hommes politiques. Il y en a plein qui sont disponibles. Est-ce que vous êtes aussi disponible pour 2017? Bien sûr, mais on est tous disponibles pour changer les choses. Et moi aussi, je suis disponible. Mais ce qui manque pour le moment, c'est de rassembler toutes ces femmes et ces hommes. Parce que si chacun se déclare dans son coin, qu'est-ce qu'on fait à la sortie? Et en quoi on fait avancer le schmilblick? Il a eu tort de le dire, donc, ça, Jean-Luc Mélenchon, c'est ça? Mais pas du tout. Mais ne cherchez pas, de ma part, de la polémique là où il n'y en a pas. Non, je cherche la vérité. Vous êtes tous sur la ligne de départ. Il y en a un qui dit... Pour le coup, charismatique, il fait du bruit. Mais la vie politique française, on fait trop croire aux gens que si on trouve un homme ou une femme providentielle, on va s'en sortir. Eh bien, on a vu avec Sarkozy, avec Hollande, et on peut le voir demain avec d'autres, ce que ça donne, cette vision-là des choses. Ce qu'il faut, c'est rassembler du monde sur un projet qui soit clair, sur des engagements qui soient clairs. Vous l'avez déjà fait, ça, vous vous souvenez? Ça s'appelait le Front de gauche. Oui, vous rassembliez plusieurs partis, le Parti de gauche, le Parti communiste. Et aujourd'hui, pardonnez-moi d'y revenir, Jean-Luc Mélenchon, qui a quand même été celui qui a porté vos couleurs lors de la dernière présidentielle, il dit 1, je suis disponible, et il dit 2, le Front de gauche, c'est fini. Alors, il dit le Front de gauche, ça ne suffit plus. A atteint sa limite. Mais moi, écoutez, je suis allé en septembre dernier déjà à La Rochelle, je ne découvre pas ça. Moi, je suis allé parler aux socialistes à La Rochelle en septembre pour leur dire, nous avons constitué le Front de gauche, mais maintenant il faut des forces nouvelles avec nous pour y arriver. Des socialistes, des écologistes, des syndicalistes. On parlera peut-être tout à l'heure de la manifestation dans laquelle j'étais avec les cheminots et les gaziers. Oui, il y a un reportage là-dessus, je sais. Mais donc on va parler mais ces gens-là demandent à se donner la main. Et moi, je veux être celui qui va permettre
à toutes ces forces de travailler ensemble. Parce que si ces forces ne travaillent pas ensemble, eh bien, effectivement, on ne résoudra pas le problème. C'est vous qui pouvez fédérer. Le problème à gauche aujourd'hui, c'est la politique gouvernementale. C'est intéressant. Non, vous excusez pas, c'est moi qui vous coupe. Mais ça m'intéressait ce que vous avez dit. Je peux fédérer. Vous êtes celui qui peut rassembler. En tout cas, c'est la tâche que j'ai envie de m'assigner. Parce que je pense que... C'est un peu différent comme démarche par rapport à ce que fait Jean-Luc Mélenchon, pour le coup. Écoutez, chacun fait comme il sent les choses. Moi, ce que je sens, c'est que ce qui manque aujourd'hui, ce n'est pas le manque de force, ce n'est pas le manque d'énergie dans le pays, c'est l'unité de ces forces sur des objectifs qui les rassemblent et qui soient des objectifs clairs. La gauche ne s'en sortira pas autour de la politique gouvernementale actuelle. Le problème actuel, c'est la politique gouvernementale. Donc, il faut que le rassemblement se fasse sur autre chose. Nous, on a défini, moi, les partis communistes, on a défini d'autres objectifs qui ressemblent à ceux de Tsipras, à ceux de Podemos, à ceux d'autres forces montantes en gauche, en Europe. Oui. Eh bien, il faut qu'en France, les forces qui se reconnaissent dans cette démarche-là, maintenant se rassemblent et cessent de s'obséder dans un premier temps sur qui va porter ça à la présidentielle. On a du temps d'ici là. Pour le moment, il faut que tout le monde dise « oui ». On est prêt à se rassembler sur des objectifs nouveaux. Alors, ça fait plusieurs fois que vous utilisez le mot objectif nouveau. 2 mots. Ce serait quoi? Allez, deux objectifs que vous pouvez vous fixer. En finir avec l'austérité et parier sur le développement social. Ouais. Et changer le mode productif, c'est-à-dire aller vers un nouveau mode de production plus social, plus écologique, qui anticipe les défis de demain. Et avec ça on peut faire beaucoup d'emplois. C'est compatible avec ce qui a toujours été le communisme, l'écologie. Bien sûr. L'écologie, avouez que c'est le communisme, c'est du commun. Il y a quelque chose qui est en train de grandir justement, alors de commun entre les écologistes et les communistes, et pas seulement eux, c'est cette idée que nous avons à protéger des biens communs. Que l'avenir de la planète, ça va être protéger des biens communs. Ces biens communs, ça peut être l'eau, ça peut être le climat, ça peut être l'énergie, une manière de produire de l'énergie en tout cas, mais ça peut être aussi la paix, la solidarité, les valeurs nouvelles. Mais fait du chemin, que les communistes ont fait du chemin en termes mais les communistes ne sont pas des gens qui sont immobiles et insensibles au changement du monde. C'est dit. Nous avons profondément... Le monde a changé, les communistes ont profondément changé. Je voudrais vous soumettre une phrase. Elle est signée Jean-Luc Mélenchon. Je vous promets qu'après j'arrête. Il dit dans le JDD, toujours aujourd'hui, le PS est un astre mort. Ce qui est vrai, je crois, c'est que le Parti socialiste a cru que se moderniser depuis 20 ans, c'était de plus en plus ressembler aux libéraux de droite. Voilà. C'était ça la grande modernisation, et c'était ça faire du neuf et se plonger. Le symbole de ça, pour moi, c'est Emmanuel Macron, qui se présente comme un homme moderne, alors que toutes ces solutions sont totalement archaïques. Mais vous la signez, cette phrase ? Ça, effectivement, je crois que c'est fini. C'est fini. Si la gauche retrouve un avenir, ça va être une gauche nouvelle qui va s'organiser autour plutôt des idées que moi je défends, que défend le Front de gauche, que défendent les écologistes, que défend Tsipras en Grèce. Vous savez que les gens qui vous regardent ont un petit peu de mémoire et se disent « oui, mais les communistes, quand il y a des élections, ils finissent toujours par nouer des alliances avec le Parti socialiste. » Ce que vous avez fait, d'ailleurs ça a créé des tensions avec Jean-Luc Mélenchon aux dernières municipales. Est-ce que vous êtes prêt à faire des alliances de nouveau avec un astre mort? Ou est-ce que vous dites cette fois-ci c'est terminé, on a tourné la page? Et ce n'est pas comme ça que les communistes l'abordent. Je sais bien que les journalistes posent toujours la question comme ça, et je ne leur reproche pas. Ça concret, peut être une manière. Mais ni les gens que je rencontre, ni les communistes ne posent le problème comme ça. Les gens se posent le problème très simplement. Ils disent « sur quoi est-ce que vous allez vous rassembler? Pour faire quelle politique ?» Voilà, c'est tout. Donc nous, dans une élection locale comme dans une élection nationale, la seule question que nous posons, c'est pour faire quelle politique? Si c'est pour faire une politique d'austérité, les communistes ne sont pas disponibles parce que ça mène dans l'impasse et ça fait des inégalités. Si c'est pour faire des politiques sociales, des politiques publiques de solidarité, si c'est pour aller chercher l'argent où il est alors qu'il se concentre dans les mains de quelques-uns, nous sommes disponibles. Grandes ouvertes. Et c'est comme ça qu'on va avancer, et c'est comme ça qu'a fait Alexis Tsipras en Grèce. C'est comme ça qu'il est passé d'un parti qui faisait 5% à un parti qui vient de prendre le pouvoir. Les socialistes ont un rêve, au fond. Que vous soyez candidat à la présidentielle. Ah bon? Oui, je ne savais pas. Vous ne savez pas? Non, vous me l'apprenez, Bon, d'accord. Est-ce que c'est totalement exclu
une candidature communiste à la présidentielle. Non, ça n'est pas exclu puisqu'il y en a déjà eu, et ça a déjà existé, donc rien n'est exclu alors qu'il est. Mais je viens de dire que pour moi, la question cardinale aujourd'hui, pour le moment, c'est de travailler un rassemblement suffisamment large. Parce que moi, je ne veux pas d'une candidature de témoignage pendant que l'essentiel de la victoire se disputera entre la droite, l'extrême droite et un candidat socialiste qui sera sûr de perdre parce qu'il défendra la politique actuelle. Donc il faut faire émerger une candidature qui va porter des objectifs beaucoup plus larges. Je ne sais pas du tout qui la portera. Non, mais ce que j'entends, c'est que vous n'excluez pas que ce soit vous. Mais je ne veux pas justement démarrer par cette question. Je ne démarre pas par là, on arrive à ce point-là. Vous démarrez par là, vous avez démarré par là, vous êtes encore dessus. Comme si en ajoutant à tel candidat disponible, un autre candidat disponible, plus une autre candidate disponible, etc. Mais avec ça, on ne va pas faire avancer les choses. Non, cette émission, elle permet aussi de savoir qui est-ce qui est invité ce soir. Et la personne qui est invitée ce soir, c'est, je découvre, un Pierre Laurent qui n'est pas dépourvu d'ambition. Heureusement, sinon... comme ça c'est dit. Mais je suis secrétaire national d'un parti qui compte dans la vie politique française. Placide, discret. Oui, mais ça, Mais là, l'ambition au sens profond du terme, c'est-à-dire l'ambition pour son pays, l'ambition pour bien servir la cause du monde du travail, cette ambition-là peut aller de pair, contrairement peut-être à ce qu'on pense dans le monde médiatique aujourd'hui, peut aller de pair avec une certaine humilité personnelle. Je sais bien que ça ne paraît pas possible à beaucoup de gens, et pourtant c'est vrai. Et pourtant c'est dit. Merci. Allez, on avance. Podemos, on en a un petit peu parlé à l'instant. C'est l'histoire d'un parti qui s'est imposé en un an dans la dynamique du mouvement des indignés, une formation qui défend le ni droite ni gauche, mais qui prend pour cible l'austérité. Hier, il a mobilisé à Madrid des milliers d'Espagnols avec son leader Pablo Iglesias. Le parti a déjà remporté 5 sièges aux européennes. Prochaine étape, les législatives à la fin de l'année. Margot Chouraki et Pierre Dehorne. C'est la nouvelle coqueluche de la politique espagnole. Pablo Iglesias, 36 ans, professeur de sciences politiques, est le chef de file du mouvement Podemos, littéralement Nous Pouvons, né il y a tout juste un an. C'est le rugissement du peuple. Un nouvel objet de fascination pour Jean-Luc Mélenchon. Podemos, on les a beaucoup brocardés. Oui, c'est le parti de l'Internet, de la télévision, des petits bourgeois avec des queues de cheval, comme Pablo. Et puis, il y a des dizaines de milliers de gens dans la rue. Surprise, comment un truc pareil se fait? Une véritable marée humaine de plusieurs centaines de milliers de manifestants venus de toute l'Espagne hier à Madrid, avec un mot d'ordre, le changement. Il lui reste peu de temps à Mariano Rajoy, c'est le compte à rebours. Enfin, c'est ce qu'on espère. Ils sont tous pareils, le Parti populaire ou les socialistes, c'est la même chose. Tous les partis sont corrompus. Rajoy, démission, on ne veut pas de toi en Espagne. Sur la Puerta del Sol, la même où a commencé le mouvement des indignés il y a presque 4 ans, l'espoir se cristallise désormais sur Podemos et son leader Pablo Iglesias, capable de canaliser les frustrations. Que c'est beau. Que c'est beau de voir les gens faire l'histoire. Aujourd'hui, sur cette Puerta del Sol, nous rêvons. Mais nous prenons au sérieux nos rêves. Nous rêvons d'un pays meilleur. Mais nous n'avons pas rempli la Puerta del Sol pour rêver, mais pour que nos rêves deviennent réalité en 2015. Il faut poursuivre nos rêves. Et cette année, on va travailler pour que le changement politique arrive. Cette année, on commence quelque chose de nouveau. Cette année, c'est l'année du changement et on va gagner les élections face au Parti populaire. Rendez-vous à la fin de l'année pour les élections législatives. Objectif, prendre le Parlement et chasser les vieux barons de la politique, ce que Podemos appelle la caste. Ça vous fait peur? Vous êtes surpris? Non, peur non. Surpris un petit peu, parce que je ne pensais pas qu'ils auraient un impact aussi fort. Mais j'insiste à nouveau, d'ici décembre, il reste encore beaucoup de temps.
Et je crois que les citoyens vont y réfléchir à 2 fois. Et je pense, et c'est mon opinion, l'effet de Podemos ne sera pas si important. Pour gagner, Podemos compte sur ses troupes, des milliers de volontaires dans le pays qui portent le message et organisent des réunions citoyennes. Íñigo Errejón, 31 ans, numéro 2 du parti. Pour convaincre, dans une Espagne où le chômage culmine encore à 25%, ce jeune docteur en sciences politiques joue sur sa crédibilité de politologue. Demain, il pourrait y avoir un gouvernement qui n'expulse pas les gens. Demain, il pourrait y avoir un gouvernement qui dirait que pour sauver l'économie, il ne faut pas étrangler les gens, mais il faut mettre en place des lignes de crédit. Il faut augmenter le salaire minimum, car si les gens consomment, l'économie croît. Un programme d'inspiration social-démocrate. Mais attention, Podemos refuse les vieilles étiquettes et fait sauter les clivages. Pour eux, l'espoir n'appartient ni à la gauche, ni à la droite. Et pour l'instant, en France, on ne voit pas arriver cette marche, en tout cas ce mouvement politique. On voit plutôt arriver le Front National qui capitalise d'une certaine manière sur la colère. Il y a des législatives partielles en ce moment même dans le Doubs, dans la 4e circonscription du Doubs, où on donne le candidat Front National en tête. Comment est-ce que vous expliquez cette différence entre l'Espagne, la Grèce et ce qui se passe en France? Non, je crois que la vie politique française, elle n'a pas dit son dernier mot, vraiment pas. Et ce qui vient de se passer au mois de janvier, avec la réaction aux terribles attentats contre Charlie Hebdo, c'est cette vague populaire incroyable qui a surpris tout le monde par son ampleur, hein. Et qui s'est organisé autour de valeurs qui sont contraires à celles du Front National. D'ailleurs, le Front National n'a pas réussi à se situer dans ses marches et Marine Le Pen ne savait pas trop comment faire. Et puis, la vague de sympathie qu'on sent aussi en France autour de Syriza et de Podemos montre qu'il peut se passer beaucoup de choses et que ça peut aller très vite. Donc, effectivement, on sort d'une séquence où la déception, et on peut même dire la déception devant la trahison du gouvernement socialiste par rapport à ce qu'attendaient ceux qui avaient voulu le changement en 2012, l'a emporté. Et sur cette déception, Marine Le Pen est montée. Mais je pense qu'on est en train d'entrer dans une nouvelle phase avec ce début d'année. Et tous les frémissements qu'on sent en janvier, avec les marches républicaines, ce qui se passe autour de Syriza et de Podemos, je pense que l'espoir va renaître. Et à ce moment-là, effectivement, il y a à construire une réponse de gauche. Une réponse qui soit à l'inverse de celle de Marine Le Pen. La victoire de Syriza, c'est une victoire sur des idées qui sont exactement contraires à celles de Marine Le Pen. Le problème, et vous le savez mieux que personne, c'est qu'à un moment donné, il y a la conquête du pouvoir et puis il y a l'exercice du pouvoir. Augmenter les salaires, augmenter les retraites, créer des emplois dans la fonction publique et s'affranchir de la dette, à un moment donné, c'est compliqué. D'ailleurs, il y a un moment de tension qu'on découvre ensemble, hein, avec l'installation d'Alexis Tsipras et la réponse de l'Europe. Est-ce que vous ne craignez pas, dans les semaines qui viennent, une déconvenue, une déception? Non, moi, je ne crois pas. D'abord, il faut dire une chose. En France, on n'a même pas essayé. François Hollande n'a même pas essayé. C'est-à-dire, il est arrivé, il avait dit on va renégocier avec l'Europe, il avait fait des promesses sociales, il avait dit mon ennemi, c'est la finance, et rien de tout ça. Dès le début, il a désarmé tout le monde. Il a désarmé tout le monde. Pas du tout, on pouvait très bien. On pouvait ne pas ratifier le pacte budgétaire européen 6 mois après d'être arrivé au pouvoir et engager la discussion avec les Européens, ce que va faire Tsipras. Est-ce que vous êtes sûr de ça ? Et je pense que c'est possible. Et je pense que c'est possible parce que, regardez, la Banque Centrale Européenne vient d'annoncer, personne n'en parle, je suis très étonné, la Banque Centrale Européenne a annoncé jeudi dernier, 2 jours avant les élections, qu'elle allait réinjecter dans l'économie européenne 1145 milliards. C'est pas rien, 1145 milliards. On en a parlé, beaucoup, oui, ici même. On en a parlé, mais là, on n'en parle plus. Mais c'est très simple de régler le problème de la dette grecque. Il suffit, par exemple, que la Banque Centrale Européenne, avec cet argent, rachète tous les titres de dette qui sont détenus par des États européens. Elle peut le faire, puisque ça représente à peu près 50 milliards d'euros. Elle va mettre 1100 milliards sur la table. Elle peut en consacrer 50 milliards à ça. On fait pareil avec la dette espagnole. Et elle efface, écoutez-moi, et elle efface les intérêts de cette dette. Donc personne ne perd d'argent. Les banques qui se sont engraissées sur la dette de la Grèce vont cesser de le faire. C'est la seule différence.
eh bien, on efface ça et on permet à la Grèce de réinvestir dans le développement social du pays. Augmenter on fait pareil avec l'Espagne, on fait pareil avec l'Italie, on fait pareil avec le Portugal, la France, pourquoi pas? C'est ça ce que vous dites? Mais bien sûr, avec tout cet argent-là, avec l'argent que la Banque centrale européenne met sur la table, parce que quel est le débat? C'est pas est-ce qu'ils vont mettre cet argent ou pas, c'est à quoi va servir cet argent? Est-ce qu'on va à nouveau le mettre dans la poche des banques, comme on l'a fait une première fois en injectant 1000 milliards au début de la crise, ou est-ce que cette fois-ci, on va le mettre dans le social? C'est aussi simple que ça, Pierre-Laurent. C'est aussi simple que ça. Mais c'est aussi simple que ça. C'est que la première fois, on a mis tout cet argent pour soutenir les banques. Et qu'est-ce qu'elles en ont fait pour soutenir le développement économique et lutter contre le chômage? Rien. Et le résultat, c'est une Europe qui s'enfonce dans la crise. Eh bien, ce que disent des gens comme nous, ce que dit Syriza, ce que dit Podemos, ce que disent Die Linke en Allemagne et d'autres, ou le Sinn Féin en Irlande, parce qu'il y a des forces partout en Europe qui sont en train de grandir autour de cette idée-là, eh bien maintenant, cet argent-là, on change effectivement de cap, on le met dans le social, on fait repartir la machine, on fait reculer les inégalités. Et qu'est-ce qu'on fait des Allemands au milieu de tout ça? Qu'est-ce qu'on fait des Allemands? Mais les Allemands, c'est pas Angela Merkel. Parce que la question, vous me dites qu'est-ce qu'on fait des Allemands? En vérité, votre question, c'est qu'est-ce qu'on fait d'Angela Merkel? Qu'est-ce que vous faites on la met en minorité en Europe. Bon, alors pour ça, vous avez besoin d'une personne. Vous avez besoin d'une personne, pardonnez-moi de vous couper, c'est de François Hollande. Aujourd'hui, dans les communiqués... Excusez-moi, on peut trouver des alliés en Allemagne. Le principal syndicat allemand, le DGB, s'est félicité de la victoire de Syriza et dit ce que propose Syriza pour la dette, c'est la bonne manière de faire. François Hollande a communiqué très vite après l'élection d'Alexis Tsipras. Il va le voir mercredi. Il a l'air d'afficher une forme de bienveillance vis-à-vis de ce qui se passe en Grèce. Qu'est-ce que vous attendez de lui maintenant, après ce que vous venez de me dire? Eh bien, d'être aux côtés du gouvernement de Syriza au prochain Conseil européen. C'est-à-dire dire effectivement la solution que nous proposent nos amis de Syriza mérite d'être essayée, parce que celles que nous avons essayées précédemment ont mené la Grèce, mais pas seulement la Grèce, et l'Europe à la catastrophe. Donc cette solution mérite d'être essayée. Nous devons accompagner et respecter le vote des Grecs, donc accompagner le gouvernement grec pour essayer cette solution-là. Et plus que cela, nous devons dire avec les Grecs, oui, il faut créer une conférence sur la dette en Europe. Vous y croyez ? Il faut créer... vous me demandez ce que le gouvernement d'un gouvernement de gauche pourrait faire. Moi, je vous dis, je vous demande, c'est la question, ce c'était pas exactement ça. Qu'est-ce que vous attendez de François Hollande? Qu'est-ce que vous rêvez, peut-être, mais qu'est-ce que vous attendez de François Hollande? Exactement ce que je viens de vous dire, qu'il se range du côté, parce que sinon, une fois de plus, ça veut dire que les belles paroles, j'entends plein de gens qui sont ravis de la victoire de Syriza. J'ai même entendu le président de l'Assemblée nationale dire, si j'avais été grec, j'aurais voté Syriza. Formidable. Bon, mais les gens en Grèce, ils ont voté pour un programme. Donc, ça veut dire qu'il faut maintenant mettre des actes en lien avec ces paroles. Mais nous y Vous lui demandez d'aller à la rupture vis-à-vis de l'Allemagne et d'Angela Merkel. Mais pas à la rupture. Le problème n'est pas la rupture avec l'Allemagne. Tout le monde est interdépendant. Alors, on croit que l'interdépendance des économies, c'est que tout le monde dépend du fort, du plus fort. Eh bien, moi, je dis que l'interdépendance, c'est aussi que les forts dépendent des faibles. Et donc, il faut que les faibles retrouvent leur voix en Europe. Avec votre méthode... Ceux qu'on dit être les faibles retrouvent leur voix en Europe. Et si tout le monde le fait, eh bien, ça peut changer les choses. Et j'ajoute une chose, excusez-moi, c'est que nous y avons intérêt, nous, les Français. Parce que nous aussi, nous sommes dans la difficulté. Parce que nous suivons les mêmes recettes qui ont conduit la Grèce. Et ça donne quoi? Un chômage record. Donc il faut bien changer quelque chose. Tout le monde le dit, il faut en finir avec l'austérité. Non, mais on a l'occasion de le faire. J'essaie de vous suivre, hein, mais on nous a expliqué, les Français ont fait des efforts. Les gens qui vous regardent ont fait des efforts. Ils ont payé des impôts. On leur a dit, on va désendetter le pays, ça prend du temps, on va relancer la machine, etc. Et là, vous dites, c'est simple, on s'assoit sur la dette. Au final, tous ces efforts-là auront été inutiles. Il faut arrêter avec l'austérité. Non, ne caricaturez. Non, je ne caricature pas. C'est simplement, c'est très difficile à entendre que les choses soient si faciles. Mais écoutez, ce qui est simple à entendre aussi, c'est qu'effectivement, l'argent qui a été donné soi-disant à la Grèce l'a été donné en vérité aux banques qui étaient investies en Grèce. Et c'est les banques qui ont empêché cet argent. Les Grecs, ils n'ont rien vu, puisque le SMIC a été divisé par 2. Les gens, il y a des centaines de milliers de gens qui n'ont plus d'électricité en Grèce. C'est une des premières mesures du gouvernement de Syriza, rétablir l'électricité à des gens qui n'en avaient plus. Donc
les travailleurs grecs ont payé une addition folle pour enfoncer le pays. Alors, et par contre, l'argent a été dans la poche des banques. Il faut donc inverser les choses. On avance, si vous le voulez bien. J'ai entendu ce que vous avez dit sur ce que vous attendez de François Hollande dans son dialogue avec les Européens. Mais concrètement, en France, la politique qui est menée est une politique qui satisfait Bruxelles. On va caricaturer pour faire rapide. Parfois va au-devant des désirs de Bruxelles. Ah bon? Vous pensez à quoi en particulier? La loi Macron, par exemple, qui prend des mesures que nous ne demande même pas Bruxelles. On va encore plus loin dans le libéralisme, pour aucun résultat en matière d'emploi, parce que la loi Macron créera 0 emploi. Vous pensez à une mesure en particulier? Par exemple, le travail du dimanche, l'augmentation du travail du dimanche, mais beaucoup d'autres mesures. Il voulait même... Ça crée de l'emploi? Macron protéger ce qu'il appelle le secret des affaires. On n'avait plus le droit de savoir. Alors que tout le monde sait qu'il y a des choses pas très claires dans les comptes des banques, dans les comptes des entreprises, qu'il y a de la fraude fiscale en Europe, il voulait protéger ça. J'ai vu que, quand même, le groupe socialiste vient d'accepter d'abandonner cette mesure tellement elle paraissait scandaleuse. Il y en a d'autres, des mesures qui vous paraissent scandaleuses et sur lesquelles le gouvernement devrait en urgence faire machine arrière? Mais presque, ça serait trop long, parce que presque toute la loi Macron est à jeter. Regardez, par exemple, la mesure privatisée, on a déjà privatisé l'aéroport de Toulouse, on veut privatiser celui de Lyon et celui de Nice. Ça veut dire que les 3 plus grands aéroports régionaux français vont être privatisés, vendus à des intérêts étrangers. Pour faire quoi? Pour créer de l'emploi. Mais pour développer le pays, pour organiser la transition énergétique, parce que comme ça, on sera un peu plus maître de nos moyens de transport. On veut développer l'autocar plutôt que le train avec la loi Macron. On est en retard en matière de développement ferroviaire. On nous explique aujourd'hui, alors qu'on nous parle du climat, de transition écologique, que ça va être plus moderne de circuler en car, surtout quand on est pauvre quand même, parce que ceux qui ont de l'argent, eux, continueront à prendre le train et voir l'avion, mais les autres, ils peuvent circuler en car. Qu'est-ce que vous dites aux fondeurs? Qu'est-ce que vous dites aux socialistes? Vous allez voter contre, ça on l'a compris. Qu'est-ce que vous dites aux socialistes aujourd'hui, aux fondeurs qui contestent aussi le contenu de cette loi? Je leur dis qu'il faut travailler avec nous maintenant. Maintenant, il faut construire la réponse de gauche qui va être nécessaire si on veut sortir de cette situation. Il ne peut plus y avoir d'entre-deux, alors que manifestement, le gouvernement continue de ne rien entendre. Donc, mais ça monte de partout. Regardez sur la question de l'école. À la suite de ce qui s'est passé. Il y a un grand débat dans le pays sur le rôle de l'école. Et tout le monde le dit dans les quartiers. Il suffit d'aller discuter avec les parents d'élèves. Mais ça, il y aura une réponse du gouvernement, il y aura une réponse du président. Mais il faut des moyens supplémentaires. Il en faut en nombre. Il faut un plan d'urgence pour l'école, mais avec des moyens. Donc il faut dégager un collectif budgétaire. Et ces urgences sociales, ces urgences qui sont des urgences pour rassembler le pays, on les sent monter de partout. Est-ce que vous pouvez répondre très vite à une question par oui ou par non? Je vais essayer. Service civique, 80% des Français sont favorables. Service civique obligatoire, vous êtes pour, vous êtes contre? Ça fait partie des réponses du président. Je pense que c'est une idée qui mérite d'être étudiée à une condition, qu'on en parle avec les jeunes. Parce qu'on parle des jeunes, mais on ne les écoute pas. Et même quand ils prennent la parole, on dit « Oh là là, ils disent des horreurs parce qu'ils ne disent pas comme les adultes. » Non, il faut parler avec la jeunesse et discuter avec elle. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intelligent à inventer avec eux? Pas un truc pour les exploiter un peu plus et les faire travailler gratuitement. Il y a peut-être quelque chose d'intelligent à construire, mais avec la jeunesse. Alors, François Hollande avait fait du dialogue avec les syndicats le seul chemin de la réforme, mais c'est un échec total, on peut le dire. Les partenaires sociaux n'arrivent plus à négocier et veulent de nouveau faire bouger les choses, tout simplement, dans la rue. Yacine Mili et Mathieu Vibo. D'un côté, des cheminots qui protestent contre la réforme ferroviaire. De l'autre, des électriciens et des gaziers qui manifestent contre la loi de transition énergétique. Deux branches réunies dans le même cortège avec un seul message, être entendues par le gouvernement. On a des vraies propositions alternatives, un vrai projet qui a été monté, qui est compatible avec les injonctions européennes. Et le gouvernement, la direction s'en occupe pas. Nous, on est là pour apporter d'autres solutions. Et on pense que cette loi, aujourd'hui, elle n'a pas été aboutie. Et on demande qu'il y ait une révision de cette loi. Et on est prêts, nous, à être porteurs de projets, mais on n'est pas reçus aujourd'hui. Les syndicats sont de retour dans la rue. Ils jugent les lois votées par le gouvernement trop libérales.
Et selon eux, c'est l'ensemble du service public qui est aujourd'hui menacé. On vise réduction d'émissions de gaz à effet de serre, réduction de la consommation d'hydrocarbures. Ce sont les deux visées annoncées par le président Hollande. Et dans la loi de transition énergétique, pas un mot sur les transports. Au contraire, M. Macron propose de remplacer les trains par des bus. Non mais voilà, donc on est dans des discours qui sont tout à fait contradictoires. Et nous disons, en termes de services publics, que ce soit l'énergie, EDF, GDF ou la SNCF, nous avons des convergences communes pour le bien commun qu'on doit fournir aux populations aujourd'hui. Alors pour être entendus, certains n'ont pas hésité cette semaine à plonger le Premier ministre dans le noir. 1 heure d'attente pour un Manuel Valls, contraint de prendre son mal en patience. Une méthode radicale, complètement assumée par la CGT Énergie. La liberté d'expression, c'est pour tout le monde. Donc couper la parole au ministre, c'est prendre la parole parce qu'on nous l'a refusé. On voit les ministères, les gouvernements Matignon, on a passé des heures et des heures. C'est très condescendant. Là, on nous écoute, on nous dit on vous écoute. Derrière, zéro. Rien n'a été repris de ce qu'on peut apporter, ce qu'on a pu amener de notre expérience, de notre expertise, celle des salariés. Et les syndicats n'ont pas l'intention de baisser les armes. Cheminots, gaziers et électriciens restent déterminés à lutter contre ce qu'ils appellent désormais la casse du service public. Alors vous avez participé à ces manifestations, elles racontent quoi ces manifestations? À la fois il n'y a pas beaucoup de monde. Si, il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait plusieurs dizaines de milliers de gaziers, d'électriciens, de cheminots. Il faut faire attention quand on dit ça, parce que je me rappelle, quand il y a eu la grande grève des cheminots, il y avait eu une manifestation de 20 000 cheminots avant, j'y étais. Personne n'avait parlé de cette grève, et puis après, quand la grève est arrivée, tout le monde a dit « mais qu'est-ce qui se passe ?» Ça veut dire que vous sentez quelque chose dans le pays, quand il y a des dizaines de milliers de gens d'une même profession qui descendent dans la rue, quand il y a le mouvement comme celui des chauffeurs routiers, c'est que l'ébullition sociale est forte dans le pays. Et il ne faut pas la négliger. Juste, je vous pose la question, vous la sentez? Vous oui, le sentez, ce moment-là où il y a une espèce de crispation? Mais oui, d'abord parce que les gens sont inquiets pour l'avenir du service public, c'est leur cas. Ils voient qu'on fait des belles paroles sur le service public, mais que dans la réalité, ça se dégrade tous les jours. Et ils ont envie de le dire aux usagers. Ils ont envie d'alerter le pays et ils font des propositions pour le développement du service public. Et je pense qu'on devrait s'appuyer sur ces forces sociales-là, parce que ce sont des forces modernes qui nous parlent de la manière dont il faudra gérer le monde en protégeant les biens communs, demain en inventant un nouveau mode de production. Donc ces gens-là sont modernes, beaucoup plus qu'Emmanuel Macron. Et c'est eux qu'on devrait écouter pour construire l'avenir. Et maintenant, il va falloir écouter Karl Meus, rédacteur en chef au Figaro Magazine, qui se pose une question. Je ne suis pas sûr que ce soit très moderne, mais bon... c'est très moderne, vous allez voir, qui se pose la question, où sont passés les communistes? Oui, bonjour, Pierre-Laurent à Moderne et demi, parce que oui, j'avais commencé en me disant, je suis finalement assez content d'assister à Jurassic Park, parce que j'ai en face de moi finalement un des derniers dinosaures. Je ne pensais pas le voir de mon vivant, mais donc je suis content. Ouais. Vous voyez, ça fait à peu près, je sais pas, 30 ans qu'il y a des gens comme vous qui répètent inlassablement que nous avons disparu. J'avais fait une blague un jour en disant que le cadavre doit être un peu trop grand parce qu'à force de balancer des pelletés de terre dessus, il est toujours vivant. Alors, donc, justement, ce que je vous propose, c'est de regarder un tableau. On va voir dans quel état vous êtes, parce que vous êtes remonté à 30 ans. Alors je remonte un peu plus loin, je vais remonter à 1969. C'était la grande époque. Jacques Duclos, le candidat communiste, fait 21,2%. Le second tour est pas très loin. Alain Poher est juste 2 points devant vous. Et bon, voilà, 2007, 1,93%. La candidate du PC, c'est 700 000 voix. Et alors, je ne parle pas de 2012, parce que là, vous n'avez même pas osé présenter un candidat du PC. Oui, mais il y a peut-être une autre chose, un autre parallèle qu'il faudrait faire, qui sera intéressant, c'est qu'en 69, les travailleurs de ce pays, eux, leur vie s'améliorait, leur vie progressait, leur salaire augmentait. On était dans une période de développement de la France. Et puis aujourd'hui, eh bien, les salariés souffrent. Eh bien, moi, je pense que de ça, je tire une conclusion. Oui, et si les salariés vont bien, ils votent communiste, et quand ils souffrent, ils votent plus communiste. Beaucoup de gens pourraient la tirer avec moi, c'est que nous avons besoin de retrouver une force communiste beaucoup plus influente. Parce que quand le Parti communiste est fort, eh ben, la France va mieux que quand le Parti communiste est faible. Alors, oui, c'était ça le raisonnement, d'accord. Oui. Alors, prenons un deuxième exemple. Là, je ne suis pas remonté jusqu'en 69, mais juste en 79, pour à l'époque, ça s'appelait les cantonales, maintenant, ce sont les départementales. Vous étiez le premier parti de gauche, 22,46%. Vous avez 228 élus. Vous présidiez 5 conseils généraux. 2011 sont les dernières élections. Voilà, vous faites plus que 7,91 et vous avez que 2 présidences.
finalement, quand on voit ces chiffres, on se dit, mais à quoi vous servez aujourd'hui? À quoi sert le Parti communiste? Est-ce que vous pouvez nous le dire? Eh bien, sérieux, vous voyez, par exemple, on vient de parler de choses très importantes juste avant. Nous servons à unir des forces en Europe qui sont en train de gagner en Grèce, qui vont peut-être gagner en Espagne, parce que ce travail-là, vous savez, ça ne vient pas, c'est pas l'opération du Saint-Esprit. Hein. Il y a des gens qui ont construit ça, et moi j'en fais partie comme président du parti de la gauche européenne, et ce travail pour unir les travailleurs européens là où on leur dit que rien n'était possible, nous l'avons mené. Même nous avons perdu des élus locaux, c'est vrai, mais par exemple dans un département comme le Val-de-Marne que nous présidons aujourd'hui, eh bien il y a des politiques sociales très avancées, il y a des politiques en matière d'habitat extrêmement avancées, et tout le monde le reconnaît. Si on a pu faire émerger un projet très nouveau en matière de transport public en Île-de-France, c'est parce que dans le Val-de-Marne, à l'initiative des élus communistes, a émergé le projet du métro pour la banlieue. Ça ne reste que sur le Val-de-Marne. Pourquoi vous n'arrivez pas à essaimer, à le faire? Ça ne reste pas. Vous savez, nous comptons des milliers d'élus locaux, le Parti communiste. Nous faisons partie des quelques formations politiques. Non, mais nous faisons partie. Vous savez, il n'y a pas 50 formations politiques en France qui ont un groupe à l'Assemblée nationale, un au Sénat, qui sont présents dans toutes les assemblées locales, qui jouent un rôle dans la vie politique nationale, qui animent des choses au plan européen, qui ont construit un groupe de la gauche unitaire européenne dans lequel il y a Syriza, Podemos et beaucoup d'autres forces, et qui est un des seuls groupes qui a progressé en Europe. Oui. Donc, votre fable selon laquelle nous ne jouons qu'un rôle dans ce pays, c'est une fable dont rêvent beaucoup de gens, mais qui n'existe pas. Et s'il se passe quelque chose de neuf demain à gauche, ce sera avec le Parti communiste qui jouera, qui ne sera pas tout seul, mais qui jouera un rôle. Donc oui, nous sommes utiles à la société française. Très bien. Utiles à la société Mais française. tant mieux pour vous. Le dernier exemple, pour ceux qui croient en vous, et pour le pays. Le dernier exemple qu'il y a eu à gauche, c'est Syriza. Bah oui, mais alors, je suis désolé, manque de chance, le Parti communiste grec, il n'est pas dans Syriza. Ah, mais tous les partis, vous savez... Tsipras, c'est un ancien communiste. Oui, absolument. Il a été mort. Et quand il était communiste, le Parti communiste n'était pas au pouvoir. Au moment où il s'en va, il change un petit peu le programme. Et alors là, il arrive au pouvoir. Donc, au fond, c'est ça la solution. On n'a pas le temps. Mais si on avait le temps de parler de l'histoire, si on avait juste le temps de l'histoire des communistes en Grèce, les communistes en Grèce se sont divisés en deux. Certains ont créé le parti Synaspismos, qui a ensuite créé Syriza, avec d'autres. Et d'autres sont restés dans un parti qui s'appelle le Parti communiste grec. Voilà. Il y a eu une histoire de cette division. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a le Parti communiste officiel n'est pas dans Syriza. J'essaie de travailler avec tout le monde, avec toutes ces forces. Et je continue, je le répète, ce que j'ai dit sur la France, c'est vrai pour l'Europe. Je vais continuer à unir ces forces-là en France, en Europe, dans le monde. Je suis encore allé en Amérique latine. Et tout ça va continuer à grandir. Et il y a eu une période de l'histoire où les choses ont changé. Effectivement, les communistes ont reflué, il y a eu la chute du mur de Berlin, il y a un monde qui a totalement changé, mais les communistes que vous voyez, celui que vous voyez en face de vous aujourd'hui, comme beaucoup d'autres, sont des communistes qui sont de plein pied dans le monde du XXIe siècle, qui ont des idées pour ce monde-là, qui savent que le monde a changé, qui ont eux-mêmes changé. Mais est-ce que ça ne vous inquiète pas de voir qu'en Grèce, le mouvement s'est fait en dehors du Parti communiste? Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas cette crainte qu'en France, ça soit la même chose. Mais il s'est fait avec des communistes en Grèce aussi. Oui, mais qui sont partis. Qui sont aussi dans Syriza. Il y a dans Syriza des communistes. Il y en a qui ont construit cela. Et j'ai accueilli, par exemple, quand il y a eu les grandes marches républicaines en France, il y a un homme formidable qui est député européen grec, qui s'appelle Manolis Glezos. C'est l'homme qui a, en 1941, qui est monté, il était jeune, il est monté sur l'Acropole, il a décroché le drapeau nazi et il y a planté le drapeau rouge à l'époque. Manolis Glezos, il a 91 ans aujourd'hui, il est député de Syriza au Parlement européen et il était avec nous dans la marche parisienne. Donc il y a des communistes qui ont construit cette histoire-là. Vous avez parlé d'objectifs nouveaux au début de l'émission. Je voudrais vous soumettre quelques propositions. Vous me dites rapidement si vous êtes pour ou contre. Baisser l'âge de la retraite, l'âge de départ à la retraite. Pour ou contre? Le baisser, c'est-à-dire partir plus tard à la retraite ou partir plus tôt? Partir plus tôt. Partir plus tôt, bien sûr. Donc vous êtes pour? Je suis pour. Nationaliser les entreprises? Oui, il faut en nationaliser certaines, oui. D'accord, oui, je ne suis pas rentré dans les détails, mais voilà. Créer 200 000 emplois dans le secteur public? Oui. Supprimer les dividendes aux actionnaires? Une part non négligeable, oui, de leurs dividendes, oui, parce qu'aujourd'hui, ils progressent très très vite. Et vous vous rendez compte?
c'est le programme de Georges Marchais en 1981. Et vous dites que vous êtes à l'écoute de la société, que le PC a évolué. En 80, vous savez, faites un sondage sur ce que les gens, pensent de Georges Marchais aujourd'hui. Ah non, mais mais là, on parle de son programme. Vous serez très surpris. Mais vous serez très surpris. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disaient beaucoup de mal de Georges Marchais à une époque où lui défendait le monde ouvrier avec beaucoup de fougue et qui aujourd'hui ne pense plus tout à fait la même chose de Georges Marchais. Et d'ailleurs, il y a un maire de droite, un peu imbécile, qui, à Villejuif, a décidé de débaptiser une place Georges Marchais. Il a été extrêmement surpris de la réaction très diverse et très très large qu'il y a eu dans tout le pays, avec des gens qui... sur la personnalité. Moi, je vous parle du programme, sur le fond. Le programme, c'est le même programme qu'en 1980. Même les socialistes ont évolué. Mais il y a des choses nouvelles. Ce qui n'a pas changé, c'est le système dans lequel nous vivons. Pierre-Laurent, juste, la démonstration, elle est assez rude. Non, pas du tout. Écoutez, nous sommes dans un système qui donnait le pouvoir à l'argent à l'époque, et nous proposions de nous attaquer à ça. Or, ce système n'a fait que s'aggraver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une enquête qui a été publiée la semaine dernière qui dit que 1% de gens détiennent 50% des revenus du monde. Voilà. Est-ce que vous trouvez que c'est un monde normal, ça, quand 1% de gens ont entre leurs mains 50% de la richesse? Est-ce que ce monde d'inégalité, il est acceptable? Donc, non seulement ce que nous disions à l'époque était juste, mais il faut aller plus loin pour s'attaquer à la finance aujourd'hui, parce que le monde s'est aggravé du point de vue des inégalités, du point de vue de la concentration des richesses. Il est devenu plus inhumain encore qu'il n'était à l'époque. Donc moi, je ne regrette pas du tout ces aspects du programme de Georges Marchais, mais je pense qu'il y avait là-dedans des idées qui restent aujourd'hui très fortes. Allez, une dernière question. Dernière question, donc, puisque vous ne regrettez pas tout ce qui s'est passé, que le Parti socialiste lui a évolué, j'aimerais savoir quelle va être votre attitude aux prochaines élections départementales et régionales. Vous allez avoir des alliances avec le Parti socialiste ou vous allez... Nous allons présenter des candidats dans l'écrasante majorité des cantons, j'espère dans le maximum, avec un mode de scrutin qui a été beaucoup compliqué par le gouvernement actuel, mais bon, passons, on n'a pas le temps. Donc on va présenter des candidats. On essaye que ce soit des candidats pas seulement du Parti communiste, mais évidemment avec le Front de gauche, avec des écologistes, avec, dans certains endroits, ça sera assez peu nombreux, mais dans certains endroits, des socialistes, parce que nous nous retrouvons sur des objectifs anti-austérité. Donc, on essaye de travailler à des... Parce que ces candidatures, en fait, vous savez, c'est 4 candidats dans chaque canton. Oui, un candidat suppléant. Donc, c'est une sorte de petite liste. Donc, on peut faire du rassemblement. Si vous n'êtes pas qualifié, si les candidats que vous présentez passent le second tour, pas de problème. S'ils ne passent pas le second tour, ils appellent à voter pour le candidat socialiste, alors. Écoutez, on verra la situation dans chaque canton. Vu le nombre de conseillers que vous avez, mais vous n'attendez pas de moi que je dise à la droite et à l'extrême droite, prenez tous les départements, ça ne changera rien. Les départements, c'est 72 milliards d'euros de dépenses publiques et sociales. Moi, j'ai envie de protéger ces dépenses publiques et sociales quand tant vous les attaquez. Si la droite et l'extrême droite dirigent ces départements, ils s'attaqueront à ces dépenses sociales. Donc moi, je ne faciliterai pas ça. Et j'essaierai de faire barrage à la droite et à l'extrême droite. Mais je veux le faire avec des candidats qui sont des candidats anti-austérité. On va passer, si vous le voulez bien, aux questions d'actualité de la semaine. Merci beaucoup, Karl. Deux hommes. Le patron de l'Assemblée nationale et le patron du Sénat. L'un d'eux, Claude Barthelone, a proposé de supprimer le Sénat, ce qui a mis Gérard Larcher dans une colère noire. Est-ce qu'il faut réformer, supprimer le Sénat? Je rappelle que vous êtes sénateur. Comment est-ce que vous positionnez par rapport à ce débat? Je pense qu'il faut changer toutes les institutions, et pas seulement le Sénat. Le Sénat en fait partie. Je ne suis pas sûr qu'il faille supprimer les 2 chambres. À une époque, nous proposions, nous, la suppression du Sénat. Et depuis, nous avons un avis qui est plus mitigé. On pourrait faire jouer un autre rôle, par contre, au Sénat que le rôle qu'il joue aujourd'hui, plus en prise, par exemple, avec les collectivités locales, mais en leur donnant vraiment la parole aux collectivités locales. Donc, mais il y a des choses à changer, mais il y a beaucoup d'autres choses à changer. Il faut arrêter avec cette omniprésence de l'élection présidentielle qui écrase toute la vie politique. Ouais. Il faut mettre de la proportionnelle. La question, c'était sur le Sénat. Donc, vous dites oui à la proportionnelle dans tous les scrutins. Oui, à la réforme du Sénat, mais plus globalement. À toutes les institutions. Une autre image, s'il vous plaît. Un homme en crise avec l'Europe, Vladimir Poutine. Est-ce que vous êtes favorable avec cette petite musique qu'on entend ici ou là, à savoir l'idée de livrer des armes à Kiev?
C'est une question qui va se poser à la communauté européenne. Je crois qu'il faut stopper l'engrenage de guerre. Et il faudrait obliger les uns et les autres à se mettre autour de la table. Oui, mais de toute façon, il faudra y venir. La guerre ne prépare jamais la paix. Si on veut préparer la paix, il faut préparer la paix. Et il faut parler davantage avec Vladimir Poutine ? Mais évidemment, il faut que la Russie soit autour de cette table. Sinon, ça n'a aucun sens et on ne trouvera pas la solution. Mais ce n'est pas vrai seulement pour la Russie. On voit bien que les logiques de guerre, à chaque fois, on nous dit c'est comme ça qu'on va sortir des problèmes. Le résultat, c'est qu'on a plus de guerres, plus de morts, plus de civils qui sont tués. Non à l'idée d'armer. Mais oui, il y a déjà beaucoup trop d'armes en Ukraine. Il y a déjà beaucoup trop d'armes en Ukraine, des deux côtés. Un procès, peut-être que vous allez le suivre ou pas, d'ailleurs, vous allez me répondre. Celui de Dominique Strauss-Kahn, procès qui s'ouvre cette semaine. Il y a eu un petit sondage au Doxa, le Parisien, qui disait qu'il aurait fait un meilleur président que François Hollande pour 79% des Français. Écoutez, maintenant, le procès de Dominique Strauss-Kahn, on est hors de la politique. Dominique Strauss-Kahn a fini sa vie politique. Moi, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Il faut que la justice passe. Voilà. De toute façon, la vie politique de Dominique Strauss-Kahn est derrière lui. C'est fini. Donc, ça n'est plus un débat politique. C'est une affaire de justice et la justice doit passer, tout simplement. Eh bien, nous allons passer maintenant aux questions des téléspectateurs. Comment améliorer la situation dans les banlieues dites difficiles ? Si vous aviez une idée à défendre pour sauver les quartiers ? Des moyens ? Il faudrait oui, faire revenir l'État et les services publics dans tous les quartiers. Il y a trop d'inégalités. Pourquoi les quartiers ne sont pas traités à égalité comme le reste de la République ? Pourquoi il y a moins de services publics, moins de police, moins de justice, moins d'écoles ? Ça passe par des moyens. Moins de moyens pour les associations. Pourquoi il y en a moins là où on en a le plus besoin ? Donc il faut réorganiser la présence de la République et d'une République qui traite tous ses citoyens à égalité, en particulier dans ces villes-là. Et c'est ce qu'a dit mon ami Philippe Rio, le maire de Grigny, quand il est allé à l'Élysée, reçu par le président de la République. Qui a été mis en cause par Malek Bouti, qui sous-entend qu'il s'est arrangé de l'organisation pas très claire dans les quartiers. Quand on aura dans toutes les communes de France des élus aussi courageux que Philippe Rio, quand on sait le travail qu'il mène sur le terrain et ce qu'il est capable de faire en réunissant des centaines de gens. D'ailleurs, je serai à Grigny dans quelques semaines pour aller soutenir son travail. Eh bien, Malek Bouti ferait mieux de se taire et de s'abstenir plutôt que de dire les bêtises qu'il a dit la semaine dernière. Bon, vous n'arrêtez pas de critiquer Hollande et sa politique. Au fond, préférez-vous la droite au pouvoir ? Évidemment non, évidemment non. Je ne fais pas tout ce que je fais pour faire revenir la droite au pouvoir. Je sais bien, j'écoute la droite au Sénat, puisque malheureusement la droite est redevenue majoritaire. Elle veut aller plus loin dans le sens de la destruction des services publics, des économies de dépenses publiques. Donc c'est pas ça. Moi je veux, mais pas du tout. Nous allons construire une réponse à gauche. Nous allons construire une réponse à gauche pour prendre le pouvoir, justement, et tenir les engagements. Et non pas faire ce qu'a fait François Hollande. Si c'est la réponse François Hollande-Manuel Valls qui représente la gauche aux prochaines années, on est sûr de perdre. Donc il faut en construire une autre. Il faut construire une réponse de gauche avec le front de gauche, des écologistes, des socialistes, qui soit une réponse de gauche qui se donne des objectifs de combat contre la finance et qui s'engage à les tenir. Comment réagissez-vous quand des adhérents de la CGT votent FN ? Ce qui arrive assez fréquemment. Forcément, je m'en inquiète, mais je sais qu'il arrive, puisque je croise dans tout mon travail politique, dans le Tour de France que je fais, je croise des travailleurs dont je pense qu'ils ont tout intérêt à ne pas suivre les sirènes du repli nationaliste et les sirènes xénophobes du Front National. Vous leur dites quoi ? Eh bien, je leur dis qu'il y a une réponse possible qui est une réponse de solidarité. Je le disais tout à l'heure dans le reportage, mais le racisme, c'est fait pour diviser les pauvres entre eux. Voilà. Ça a toujours servi à diviser les pauvres. Et ils vous écoutent quand vous leur dites ça ? Et moi, je crois que la réponse de la solidarité... Mais je sais qu'il y en a beaucoup qui doutent de ça aujourd'hui. Donc j'ai un énorme travail de conviction à faire. Il y a plein d'autres questions. Des réponses courtes, s'il vous plaît. Les régimes spéciaux constituent-ils une injustice ? Non, pas du tout. Il y a des régimes spéciaux qui sont le résultat de batailles sociales justifiées. Mais par contre, je crois qu'on doit faire progresser tout le monde vers un régime de retraite ou un régime de protection sociale qui soit unique. Mais il faut le faire en faisant progresser tout le monde, pas en faisant reculer tout le monde. N'est-il pas temps pour le Parti communiste de changer de nom ?
pour se détacher d'une image poussiéreuse? Non, mais c'est une question que le Parti communiste s'est posée. Après tout ce qui s'était passé, après tous ces changements dans l'histoire. Mais finalement, on a fait un autre choix qui est de se dire qu'il y a dans le mot communisme ce beau mot de commun. Et il y a une idée qui est en train de reprendre de la force, et on a plutôt envie de redonner des couleurs, des belles couleurs à ce mot-là, plutôt que d'en changer. Donc, évidemment, ça demande un travail, parce qu'il faut réidentifier le communisme à ce qu'il est depuis le départ, dans notre esprit à nous, comme un idéal qui soit un idéal de solidarité. Donc, ça il y a du boulot. Peut-être dans cette nouvelle formation qui aura sans doute un autre oui, nom. Vous avez un nom d'ailleurs pour ce grand rassemblement qui n'est plus le Front de gauche? Non, on n'a pas de nom, mais on vient de lancer ce qu'on appelle les chantiers de l'espoir. C'est avec beaucoup d'autres personnalités. On va travailler à mettre en œuvre ces chantiers de l'espoir. On verra après sur quoi ça peut déboucher. Mélenchon serait-il un allié encombrant, lui qui souhaite avant tout la chute de Hollande? Non, mais moi, j'ai pas construit le Front de gauche et fait la campagne aux côtés de Jean-Luc Mélenchon pour maintenant venir cracher dans la soupe de tout le travail qu'on a fait. Au contraire, on a accumulé des forces. Vous pouvez en tirer des leçons. J'en tire des conclusions. Visiblement, je suis pas le seul à en tirer. Qu'il faut aller beaucoup plus loin que ce rassemblement-là, mais pas du tout d'ailleurs en disant que ce qu'on a fait avec le Front de gauche, ça ne sert à rien ou qu'il faut arrêter le Front de gauche tel qu'il fonctionnait. Mais il ne suffit plus. Le Front de gauche à faire venir avec nous tous ceux qui devraient travailler avec nous. Et puis sincèrement, on vous voit en photo tous les deux. C'était compliqué entre vous, ça a été rude. Vous êtes engueulés. Mais parce qu'on n'a pas la même personnalité, on a des débats politiques aussi. J'ai jamais pensé que le Front de gauche c'était l'unanimité sur tous les points. Donc ça, c'est le débat politique qui nous traverse. Vous êtes exactement sur la même ligne, sincèrement, sur la stratégie. Je crois qu'on a encore des fois des débats. Il y a des choses sur lesquelles on est très d'accord, il y a des choses sur lesquelles on a des débats. Et puis, je pense que Jean-Luc aussi a appris à me connaître et il sait qu'il ne suffit pas de me parler fort pour que j'écoute. Donc je sais aussi... Moi aussi, j'ai des idées, il faut me parler sincèrement et me dire des choses qui sont susceptibles de me convaincre. Moi, j'aime bien justement prendre le temps d'écouter, prendre le temps de parler, en faire mon miel pour moi et aussi essayer de convaincre les autres. Donc moi, j'aime la construction dans la durée et l'écoute. Et on sent que vous avez moins envie de vous effacer, en tout cas. Allez, votre groupe va-t-il voter la loi Macron? Non. Non, bien sûr que non. Et j'invite tous les parlementaires de gauche qui sentent que ce projet est très mauvais à ne pas le voter. Et je sais que certains ne le voteront pas. J'espère qu'il y en aura beaucoup. À part l'Espagne, quel pays pourrait emboîter le pas à la Grèce? Il se passe des choses très importantes en Irlande dont on parle assez peu. Il y a des mouvements importants. Il y en a. Et puis je crois que la France, il peut se passer des choses en France, comme je l'ai dit, peut-être plus vite. On ne le voit pas encore arriver nous. Oui, mais vous savez, on aurait dit 2 ans avant ou 3 ans avant à Syriza qu'il allait arriver au pouvoir. Eux-mêmes vous auraient dit leurs doutes. Donc les choses peuvent s'accélérer. On est dans une période d'ailleurs de l'histoire où les choses très souvent s'accélèrent. C'est vrai dans le monde arabe, on l'a vu avec les printemps arabes. Donc les choses sont difficilement prévisibles et les choses peuvent s'accélérer. Merci beaucoup Pierre-Laurent d'avoir été mon invité. C'est la fin de cette émission. Vous retrouvez demain Yves Calvi, 17h50 pour C'est dans l'air. Dans un instant, votre magazine On n'est pas que des cobayes. Belle soirée sur France 5.